Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le Victor Hugo qui s'installe à Bruxelles, bientôt sur cette grande place admirable qui en fait d'architecture représente en fait tout ce qu'il aime, ce Victor Hugo-là est un homme transformé. C'est un homme qui a pris la décision de se battre jusqu'au bout contre ce Bonaparte qui est pour lui l'usurpateur par excellence. Parce que Hugo, défenseur des droits du peuple, défenseur de la Constitution, ne peut pas supporter qu'un homme seul s'en soit pris à cette Constitution et déchirer le pacte de la République. Donc cet homme est un criminel. Donc cet homme qui a assassiné la République doit être traité comme un assassin. Et il appelle les Français à une immense révolte contre cet homme-là. Et Hugo écrit jour et nuit. Il écrit ce qu'il appelle l'histoire d'un crime. Il est en train d'écrire le récit du coup d'État du 2 décembre. Et ça va durer des mois. Il est là, dans sa petite chambre, face à l'hôtel de ville, qui existe encore, bien sûr, et la petite chambre aussi, il faut y aller. Son fils Charles l'a rejoint et il travaille. Et puis il interrompt l'histoire d'un crime parce qu'il lui manque des témoignages essentiels. Il remettra ce travail à plus tard. Pour lui, il faut aller vite maintenant. Il écrit un nouveau livre qu'il appelle, d'un titre génial, Napoléon le Petit. Cette expression, Napoléon le Petit, vous l'avez entendu tout à l'heure, il l'avait proférée pour la première fois à la tribune de l'Assemblée nationale et vous imaginez l'effet qu'elle avait produit. Il s'était écrié « Nous avons eu Napoléon le Grand, il ne faut pas que nous ayons Napoléon le Petit. Or maintenant, la France a Napoléon le Petit. » Alors il écrit, c'est un ouvrage superbe, injuste, mais torrentiel, injurieux, diffamatoire, tout y est, mais avec un verbe hugolien, ce qui est tout dire. Et quand il a fini ce livre, eh bien, il décide qu'il va le publier. Mais voilà, en Belgique, le gouvernement du roi Léopold tremble. Louis-Napoléon est puissant, alors on fait dire aux exilés qu'il ne faut pas qu'ils fassent de la politique. Et c'est Hugo lui-même qui annonce qu'il va partir, et il part pour Jersey. Pour Jersey, pourquoi ? Parce que les îles anglo-normandes sont proches de la France, par temps clair, on voit même les côtes françaises, et puis à cette époque-là, on y parle français, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il a choisi Jersey. Sa femme l'y rejoint, avec Adèle, sa seconde fille, avec François-Victor. Il y loue une maison qui s'appelle Marine Terrasse, et c'est dans cette maison qu'il va apprendre la proclamation de l'Empire. Quoi ? Il a osé ? Non seulement il a conquis par la force, il a usurpé le pouvoir, mais voilà que maintenant il se fait empereur comme l'autre, comme ce grand Napoléon qu'il admirait tant, Hugo, qu'il avait tant chanté. Alors là, Hugo se rue, et c'est vraiment le mot qui convient, se rue de nouveau sur sa plume. Et ce qu'il va écrire, c'est tout simplement les châtiments. Et les poèmes succèdent aux poèmes, les vers aux vers, les cris aux cris, car ce sont de véritables cris. Et il somme les abeilles de s'envoler de ce manteau impérial. Tout le monde a son compte dans les châtiments, c'est d'une injustice incroyable, parce que, disons-le franchement, Napoléon III ne mérite pas tout ça, c'est très injuste, mais c'est génial. Et on va faire passer les châtiments en France, on imprime ça en Belgique, ce sont des tout petits livres, et savez-vous comment on fait passer ça en France ? On embourre des bustes en plâtre de Napoléon III qui sont fabriqués tout simplement en Belgique. Et des trains entiers, des wagons entiers passent, les douaniers saluent le buste de l'empereur, mais quand les bustes arrivent en France, on les casse à coups de marteau et on a les exemplaires. Or, ces châtiments, on pourrait croire que les Français vont se jeter dessus et dire quel admirable poète que ce Hugo, décidément, il nous représente. Eh bien pas du tout, les Français ont voté oui par 2 fois au référendum de l'époque qu'on appelait des plébiscites, et ils ont approuvé le coup d'État à 85%, et ils approuvent la proclamation de l'Empire à 90%. Vous pensez, les présidents d'aujourd'hui qui triomphent à peine 51%, s'ils avaient les 90% de Napoléon III, je ne reviens pas dessus. Alors les Français, quand ils lisent les châtiments et qu'ils voient que Hugo condamne tous les complices de Napoléon III, tous ceux qui sont pour lui sont d'abominables gredins en gros, eh bien le lecteur se dit qu'il n'aime pas être traité de gredin et c'est normal, de sorte que Hugo, d'un seul coup, est totalement discrédité. Hugo sort de la communauté française et on se dit qu'on ne veut plus de Hugo, il est sur son rocher, qu'on ne parle plus de lui, c'est un personnage trop antipathique, insupportable. Et on peut croire que, en effet, Hugo a divorcé de la France. Mais voilà. C'est que Hugo est un poète avant tout et il a encore des choses à dire, des choses qui ne sont pas de la politique. Et il a fini un nouveau livre de poèmes qui s'appelle Les Contemplations et qui est, à mon sens, son chef-d'œuvre poétique. Là, pas un mot de vote, de coup d'État, de politique, d'empereur, de république, rien. Un chant ordonné entièrement autour de la mémoire d'une jeune fille qui est Léopoldine. Il y a Léopoldine avant, il y a Léopoldine pendant, il y a Léopoldine après. Et après, justement, la dernière partie du poème, il y a la rencontre de Hugo avec l'infini. La rencontre de Hugo avec l'invisible, surtout l'invisible où il espère qu'il retrouvera Léopoldine. Je vous en ai lu un extrait lors de la dernière émission, qui m'a valu d'ailleurs pas mal de mails, et ce livre sera alors publié en France librement. Napoléon III aura l'élégance de l'autoriser.
Quand les Français le liront, ils trouveront ça si admirable, si beau, dépassant tout ce qu'on pouvait espérer en fait de beauté. Ils se jetteront sur ces poèmes, 60 000 exemplaires vendus, ce qui pour l'époque est immense, songez quand même pour un livre de poèmes. Les Français diront « Ah, non, Hugo, c'est vraiment notre poète ». Et par la force de son talent, de son génie, Hugo s'est réconcilié avec ce peuple français dont on avait pu croire qu'il avait divorcé. Et Jersey, ce sera encore quelque chose d'étrange. Delphine de Girardin, qui est une amie de Hugo, est venue lui rendre visite et lui a appris à faire parler les tables. Et le premier soir, quand la table commence à tressauter et à répondre par des coups aux questions que l'on pose, c'est une jeune fille qui vient. Une jeune fille morte, et elle dit qu'elle est la sœur de quelqu'un qui est là, et il y a Charles, et il y a François-Victor qui sont là. Est-ce leur sœur ? Est-ce Léopoldine ? Hugo le croit, Adèle le croit, elle sanglote. Et comment, à partir de ce moment-là, Hugo ne croirait-il pas qu'il y a des esprits qui viennent quand on les appelle, et avec qui on peut s'entretenir ? Et à partir de ce moment-là, à Jersey, Hugo va interroger l'infini. Les grands hommes du passé, qui viendront docilement d'ailleurs à son appel et qui lui parleront. Il recueillera d'ailleurs un message qui pour lui aura la valeur de la vérité, un message qui pour lui deviendra comme un signe de Dieu, un signe que Dieu l'a choisi pour dire aux hommes comment les hommes doivent vivre mieux. Un poème extrait des Contemplations en souvenir de Léopoldine. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère, elle entrait et disait « Bonjour mon petit père », prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait, puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme, elle me consultait sur tout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu, et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste, je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal, le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. C'est une scène que je n'oublie pas, qu'on ne peut pas oublier. Hugo, la nuit, interrogeant la table, à Jersey, écoutant Dante, interrogeant Shakespeare, écoutant Jésus, écoutant Mahomet, écoutant des entités comme la mort, comme l'ombre du sépulcre, et tissant peu à peu comme une philosophie qu'il appellera la bouche d'ombre. Ça dit tout, bien sûr, de ce qu'il pense. Cette philosophie, il ne l'annoncera pas au monde. Il devait publier tout ça, mais au bout de 2 années d'interrogation, l'un des participants à ces séances de table, Jules Alix, est un exilé comme Hugo, est devenu fou. Et Hugo a cru que c'était un autre signe pour lui demander de remettre à plus tard, et peut-être même après sa mort, la communication de tous ses grands secrets. Et puis, comme il reste un homme de courage, il prend parti pour les exilés qui ont offensé la reine Victoria. Du coup, on l'expulse de Jersey. Il ne va pas très loin, il va dans l'île voisine de Guernesey, et c'est là qu'il va acheter, avec le produit des Contemplations, avec les droits d'auteur des Contemplations, c'est là qu'il va acheter une grande et belle maison devant la mer qu'il appelle Hauteville House, et c'est là qu'il va aménager cette maison de ses propres mains, se transformant en décorateur. Il court l'île, il achète de vieux coffres qu'il démantèle, il sculpte lui-même, il inscrit partout des devises, il fait des tables avec des armoires, il est là, il reconstruit une maison à son image. Hauteville House est un poème, il ne faut pas du tout s'y méprendre, c'est un poème hugolien, et quand on dresse la liste des œuvres complètes de Hugo, on devrait ajouter, après Les Travailleurs de la mer et Les Misérables, on devrait ajouter Hauteville House. Il se fait aménager au dernier étage, sur le toit, une étrange serre, une étrange chambre de verre, du verre partout. Il est littéralement cerné de verre et ce sera son cabinet de travail. Il y a là 2 tablettes de bois noir et il travaille debout désormais devant ces tablettes de bois noir, regardant la mer. Et chaque jour, c'est le même rituel, il est très matinal. Il se lève avec le jour et il sort sur le balcon qui entoure la maison. Sa chambre est également à cet étage-là. Et il s'avance en tenue de nuit rouge, il est toujours vêtu de rouge, il a également des sous-vêtements rouges, il a vieilli, il est devenu un monsieur, pas âgé encore mais presque un vieux monsieur. Il a maintenant cette barbe qui est célèbre, qu'il a fait pousser en 1861, elle est blanche sa barbe. Et il regarde à 100 mètres de là une petite maison qu'on appelle La Fallu qui est là, et à l'heure même s'ouvre une fenêtre de cette petite maison et une femme apparaît.
Et cette femme, c'est Juliette Drouet. Il l'a logée là, à portée du regard. Cette femme, elle lui fait des gestes d'amour. Elle est devenue, elle, une vieille dame. Et à ce vieux monsieur, elle adresse des gestes d'amour. Il répond par des gestes d'amour. Il lui envoie des baisers. C'est touchant, c'est étonnant, c'est hugolien. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.